C'est parti. Bonjour à tous, donc bienvenue à nouveau à la pépinière d'entreprise Capacité du Grand Périgueux avec un webinaire animé par Isabelle Degois sur comment bien définir les prix de vente. On a vu dans une première partie les composantes du prix et donc Isabelle Degois, consultante formatrice, va nous présenter comment refacturer mon temps et mes investissements. Voilà, je vous laisse la parole pour la suite de ce webinaire. Merci beaucoup, Madame Briand. Donc, Isabelle Degois, pour ceux qui n'ont pas encore visionné la première vidéo, l'objectif de la première vidéo était de vous donner des premiers axes de réflexion sur que mettre dans mon prix, donc les composantes. Dans cette première vidéo, nous avons vu les points concernant les charges variables, les charges fixes, le temps, mais aussi une question de scénarisation. Quelles sont les différentes étapes qui vont impliquer quel type de coût? Et surtout, aussi, pas qu'une notion d'approche par les coûts, mais aussi une approche par la valeur que représente votre prestation et donc le plus financier que vous allez pouvoir apporter à effort équivalent. Donc aujourd'hui, nous sommes là en fait pour parler d'une deuxième étape. Nous avions vu précédemment qu'il était nécessaire de pouvoir réfléchir sur ces prix et qu'en réfléchissant sur ces prix, il y a certaines choses qu'il était indispensable de pouvoir répartir. C'était la refacturation de votre temps et de vos investissements. C'est parti. Comment vous allez établir votre taux horaire? Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, nous parlions de ce temps que vous consacriez à prospecter, à vendre concrètement votre produit, à produire, et que ce temps-là n'était pas un coût en tant que tel, puisque si vous êtes seul et que vous n'avez pas de salarié, finalement, ce temps, c'est ce que vous avez le plus précieux à offrir et ce qui représente votre valeur ajoutée. Donc la question est comment valoriser ce temps, à quel prix le refacturer, comment s'y prendre. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre en disant que tout votre temps ne vous rapporte pas directement de l'argent. Pour autant, vos besoins de rémunération mensuelle, eux, restent constants. Alors, comment vous allez vous y prendre? Vous allez d'abord vous poser la question de quel sera votre volume total de travail en étant bien sûr honnête avec vous-même. Il faut vraiment que cette vision de combien d'heures par jour, combien de jours par semaine, combien de semaines par an je vais travailler, ça soit quelque chose qui soit soutenable, puisque le but, c'est de durer dans le temps au niveau de cet engagement de temps. C'est ce volume de temps qui vous permettra de dégager un volume de prestation, donc de facturation. Si bien sûr vous tombez dans le piège de dire c'est le démarrage, je suis tout feu tout flamme et je vais en fait consacrer un maximum de temps à mon activité pour obtenir l'argent dont j'ai besoin tous les mois, c'est tout à fait judicieux de votre part. Par contre, ça ne vous aidera pas à établir le bon taux horaire. Donc, il faut que, bien sûr, vous réfléchissiez au temps que vous avez à consacrer aujourd'hui à votre entreprise, mais surtout la projection que vous pouvez en faire dans le temps à activité constante d'ici 3, 4, 5 ans, comment vous voyez la gestion de votre temps et à quel point vous la consacrez à votre entreprise. Une fois que vous avez cette idée de volume horaire derrière ça, va se poser la question de l'activité. Quel temps passerez-vous à administrer, à manager, à commercialiser, à produire? Vous avez du coup différentes choses à faire dans un même temps. Et donc, c'est cette dernière étape qui est la production qui va vous permettre de facturer. C'est cette production qui apporte de la valeur ajoutée, qui est souhaitée par le client et qui, derrière ça, génère de la facturation. Donc, on voit qu'on est sur un goulet d'étranglement et qu'au fur et à mesure, le temps dédié réellement facturable, on a peu de temps pour facturer un montant qui doit représenter l'intégralité de vos besoins. Alors, là encore une fois, attention, la façon dont vous organisez votre temps entre ces différentes activités va varier avec le temps. Peut-être qu'au démarrage, vous allez passer beaucoup de temps à la commercialisation et que dans un second temps, vous allez passer plus de temps à l'administration et au management. Donc ça aussi, il faut y réfléchir. Donc, on va essayer de regarder une situation, peut-être à 1 an, 2 ans, 3 ans, qui serait pour vous une situation pérenne et représentative de la façon dont vous fonctionnerez à terme. Alors, je vous propose un exemple pour illustrer mes propos. Je vous propose un exemple d'un dirigeant d'entreprise qui, supposons qu'il a une activité productive et qu'il a des salariés. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est pour pouvoir se concentrer exclusivement sur sa rémunération et non pas sur les autres coûts qui sont associés à sa prestation, à sa production.
Alors, imaginons que ce chef d'entreprise, il se soit engagé, il a fait un petit peu un accord moral avec lui-même en disant « moi, je me sens prêt à travailler 9 heures par jour. Je me sens prêt à travailler 5 jours par semaine et je ne suis pas quelqu'un qui ait besoin de prendre beaucoup de vacances, donc je suis prêt à travailler 47 semaines par an. » Encore une fois, je vous demande en fait d'être honnête avec vous-même, puisque le but, c'est pas parce qu'au démarrage, il faut donner beaucoup de soi-même que pour autant, ce gain, ce don de temps, il est soutenable dans le temps. Donc, projetez-vous sur, selon moi, qu'est-ce qui est pour moi une activité équilibrée, une activité professionnelle dans laquelle je m'épanouis, compte tenu de mes autres préoccupations personnelles, familiales, etc. L'autre question qu'il faut vous posiez, c'est l'argent. Qu'est-ce que je veux comme rémunération par mois? Alors là, je vous ai donné une vision année 1, année 2, année 3. On va plutôt parler de niveau de rémunération. Rémunération 1, rémunération 2, rémunération 3, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin pour vivre. L'année 1, on va dire, c'est l'année de tous les sacrifices. Je travaille beaucoup et je suis prêt à pas beaucoup gagner. Alors ça, c'est uniquement un parti pris, c'est pas du tout quelque chose à suivre, mais c'est quelque chose qu'on peut observer. Donc, c'est vrai que la première année, en beaucoup de temps, vous êtes prêt à gagner pas beaucoup d'argent. Donc, on va dire que derrière ça, oui, c'est un objectif qui est atteignable. Mais c'est peut-être pas forcément un objectif qui est soutenable. Donc, vous allez, dans une année 2, réfléchir à « je ne suis plus dans un budget ric-rac, j'essaye dans une année 2 d'injecter un peu de plaisir, un peu de loisir. Donc, mon besoin budgétaire est plus important. Et surtout, je me projette en année 3. En année 3, c'est un peu une période 3, c'est pas forcément la 3e année, ça peut être 6 ans, 7 ans, tout dépend le temps que vous êtes prêt à attendre pour atteindre cet objectif. Là, on parle plus d'une rémunération qui est représentative de votre statut. Avec tout ce que j'apporte à mon entreprise, l'image que je me fais en fait de mon rôle, ce que je m'étais imaginé recevoir en tant que chef d'entreprise, moi, idéalement, j'aimerais recevoir tant. Et donc, là, par exemple, on est parti sur de 2 000 € net par mois. Derrière ça, on parlait de répartition du temps de travail. Votre chef d'entreprise, il ne va pas passer 100% de son temps à produire. Ce n'est pas possible. Il doit absolument parler de son entreprise, donc commercialiser. Il doit donc prospecter, c'est la case en fait prospection qui est ici. Il doit bien sûr administrer et il lui reste du coup, le reste du temps, c'est pour produire. Alors, d'une année sur l'autre, on voit que ces notions évoluent, puisque la prospection, si tout va bien, si vous êtes efficace dans votre façon de procéder, si vos outils sont pertinents, si votre business model commence en fait à porter ses fruits, normalement, vous allez bénéficier d'un bouche à oreille, de recommandations qui vont, au fur et à mesure du temps, alléger la tâche de prospection. Toutefois, elle restera toujours très présente dans votre activité et il ne faut absolument pas la sous-estimer. Donc, plus je vends, plus j'ai d'administratifs, peut-être que je vais embaucher, peut-être que je vais avoir du management à mettre en place, donc des réunions, donc tout un tas de préoccupations supplémentaires qui font que mon administratif évolue. Alors, les taux que je vous propose ici sont vraiment arbitraires. Hein. Ce n'est pas à prendre stricto sensus, c'est une proposition d'évolution. On pourrait très bien être au niveau administratif managérial à 15 ou 20%, ce qui est plutôt en fait le cas lorsque vous avez des salariés, plutôt que 8%, qui est un peu léger pour accompagner vos équipes. Donc finalement, le temps de production, là, dans le cas, l'exemple que je donne, il n'a que 50% de son temps qui peut être dédié à concrètement, je participe à la production, à la prestation, et concrètement, c'est ça que je peux facturer à mon client, donc qui va générer de l'argent. La conclusion, c'est qu'il n'a que 1100 heures pour essayer de générer 2 000 € net par mois. Attention, ne tombez pas dans le piège, les 2 000 € net, il faut rajouter là-dessus les charges sociales, l'objectif de mutuelle, la prévoyance, tout ce que vous avez intégré à votre objectif de rémunération. Et donc, pour cette personne, on arrive à quoi? Pour cette personne, on arrive à un taux horaire de 39,7 €. Attention, il s'agit du taux horaire minimum. C'est absolument un taux horaire minimum. Ce n'est pas le taux horaire qu'il faut que vous appliquiez absolument, mais en dessous de ça, vous n'arriverez pas à tenir votre objectif de rémunération. Ça, c'était le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est le cas particulier des consultants et de ceux qui ont de la prestation intellectuelle. On ne va pas chercher à couvrir uniquement un objectif de rémunération, mais un bloc de coûts. En fait, ce bloc de coûts, c'est les charges incompressibles. Parce que je me lance, de toute façon, il me faut un local, un véhicule, tout un tas de choses. Et non seulement je dois couvrir ma rémunération, c'est indispensable, puisque cette rémunération, c'est l'expression de ma valeur ajoutée,
mais aussi en fait tout le reste. Donc, je vais faire un peu un budget de tout ce dont j'ai besoin. Là, je vous ai fait une liste qui est bien sûr n'est pas complète, à vous de la compléter en fonction de votre activité. Pareil, je vous propose un exemple. Alors, si on doit le lire ensemble, on va prendre l'exemple d'un consultant, qui est une personne vendant de la prestation intellectuelle. Donc, elle a un peu de charges variables, ça, on ne rentre pas dans le débat, mais elle a aussi beaucoup de charges fixes. Et ces charges fixes, on les voit ici. Donc, premièrement, on reprend exactement la même préoccupation qu'un dirigeant qui a des salariés. Donc, ici, quelles sont mes heures? Là, quelle est la répartition de mon temps? Et ici, quel est mon budget? Quelles sont mes charges incompressibles? Ça m'amène d'une année sur l'autre à avoir peut-être un budget qui est différent, mais attention, le budget que je vais prendre comme le temps que j'ai vraiment à facturer, je vais le prendre sur la modèle d'une année constante, d'une année normale. C'est ce que je vous dis. Le but, c'est de rajouter, d'être en fait sur une année de référence. Et l'année de référence, c'est plutôt une année 3. L'organisation qui sera pérenne pour une année 3 et un budget qui sera peut-être assez important sur une année 3, ce qui me permet d'obtenir mon taux horaire minimum, ici, de 53,8 € hors taxe. Attention, encore une fois, c'est le taux horaire minimum. Vous n'êtes pas obligé de faire ce taux horaire-là. En tout cas, en dessous de ce taux horaire, vous n'arriverez pas à votre objectif. Alors, je reviens légèrement en arrière, puisque dans l'exemple ici présent, je ne vous ai pas dit en fait ce qu'il en était des salariés. Le travail qu'on vient de faire sur l'élaboration du taux horaire d'un dirigeant, parce que principalement je sais que je m'adresse à des dirigeants au travers de cette vidéo, vous pouvez aussi l'appliquer à vos salariés. Parce que vos salariés, notamment en fait dans la question de la répartition du temps de travail, ces salariés aussi passent forcément un peu de temps en interaction avec les clients, sans être immédiatement sur l'activité de production, l'activité de prestation. C'est un peu d'activité de relations publiques. Ils font aussi un peu d'administratif. Ils font aussi peut-être un peu de management d'équipe. Tout ça mis bout à bout font qu'à un moment donné, la production pure et dure qui, elle, est refacturée au client est peut-être dans une volumétrie de temps qui est inférieure. C'est-à-dire que 100% de leur salaire doit être couvert sur 80, 85, 90% de leur temps. Et bien à ce moment-là, ça, c'est ce calcul. De la même façon, vous allez du coup rapprocher le temps réellement consacré par vos salariés à la production. Faites attention au profil de vos salariés, entre les cadres, les assimilés, les employés, les ouvriers, bref. Et à côté de ça, vous allez regarder la rémunération de ces salariés. Attention, la rémunération chargée, c'est-à-dire le salaire brut, plus les charges patronales, plus peut-être les charges complémentaires, les avantages que vous leur apportez, etc., qu'il faut bien sûr couvrir. Donc, cette méthode, on peut l'appliquer aux dirigeants, on peut l'appliquer aux salariés et on peut l'adapter pour les personnes qui sont à leur compte et qui ont quasiment que de la prestation intellectuelle à proposer. Je raisonne donc, en fait, quel est mon coût global de fonctionnement et ce coût global de fonctionnement, je le rapporte au temps que je pense pouvoir travailler. Enfin, se pose la question de la refacturation des charges fixes. Dans le tableau que je vous ai présenté dans le module précédent, où on répartissait en fait le scénario de prestation de la prospection jusqu'au service après-vente, vous aviez en fait la question de la refacturation des moyens que j'utilise aussi bien pour une prestation que pour une autre. Donc, parfois difficile à répartir. Donc, il va falloir se poser la question de comment arriver à un taux de refacturation de telle façon que je prenne en compte ces coûts, parce que si je ne le fais pas, c'est de l'argent que je sors de ma poche parce qu'il n'est pas payé par le client. Pourtant, c'est bien de l'argent qu'il faut en fait que je dégage pour pouvoir assumer ces investissements. Alors, soit je peux réussir à les répartir, soit je ne peux pas réussir à les répartir. Si je peux réussir à les répartir, on va appliquer à peu près la même méthodologie que pour le temps de travail du dirigeant. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on va s'intéresser au taux horaire des salariés et du dirigeant en recherchant qu'est-ce qui génère la consommation, les kilomètres, les heures, les mètres, voilà. Qu'est-ce qui est la logique, qu'est-ce qui crée la consommation. Et à côté de ça, on va regarder quel est le budget financier que je mets en face. Ma machine, je l'utilise, je l'use, donc à un moment donné, il va falloir que je la réinvestisse, que je la rachète. Donc, quel est le coût de réinvestissement et quand est-ce qu'il aura lieu pour que j'ai une petite idée par an de l'argent que je vais mettre de côté. Je l'utilise, donc je l'use, donc il faut bien que je le répare. J'ai probablement en fait un coût régulier d'entretien, un coût régulier
un coût exceptionnel de réparation et un coût régulier d'entretien. Tout ça, il faut que je valorise. Si cet argent, je ne l'impacte pas dans mon prix, eh bien, quand ça intervient, ça vient tout de suite en fait impacter ma trésorerie, alors que j'aurais pu faire payer mon client là-dessus, puisque c'est un service que je lui rends. Si je mets à disposition dans ma prestation l'utilisation de la machine-outil, eh bien, cette machine-outil participe à la valorisation de ma prestation, il faut que je le valorise à mon prix final. Je vous donne un exemple d'utilisation d'un engin de chantier type chariot élévateur. Encore une fois, c'est un parti pris, ce n'est pas un exemple ultra précis, mais ça vous aide à appliquer vous-même à vos situations la façon de s'y prendre. Premièrement, je me pose la question. Un chariot élévateur, ce n'est pas quelque chose qui roule, c'est plutôt une utilisation en termes d'heures sur un chantier. Donc, même si c'est un objet roulant, je ne m'intéresse pas au nombre de kilomètres. Parce que la consommation aussi qu'il va y avoir de carburant n'est pas associée au nombre de kilomètres qu'il fait, mais au nombre d'utilisation en termes de temps que je vais avoir de la machine. Ça peut être un microscopique, ça peut être en fait une grue, ça peut être… Voilà. Donc, je vais choisir l'heure. Et je me suis rendu compte qu'en général, en discutant avec des personnes, des concurrents, qui sont aussi des partenaires, jusqu'à preuve du contraire, en discutant avec mes équipes, je me suis rendu compte que cette machine, en général, je l'utilise à peu près 1000 heures par an, pas plus. Donc, chaque année, en 1000 heures, il faut que, dans l'utilisation que j'en ai, je puisse revaloriser le coût qu'elle représente. Alors, c'est quoi le coût? Eh bien, je sais que dans 8 ans, il va falloir que je la rachète. Elle coûte 80 000 € hors taxe. Donc, si je le rapporte à un besoin annuel, chaque année, idéalement, il faudrait que je mette 10 000 € de côté. Ensuite, j'ai un entretien annuel, je sais, qui est très récurrent, de 4 000 €. Très bien. Là-dessus, j'ai peut-être parfois des entretiens exceptionnels. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais je sais que ça va arriver. Étant donné que ça fait en fait 8 ans d'utilisation, il y a un moment donné, il va y avoir une grosse panne. Et cette grosse panne, ça va être du coup un pépin, donc la trésorerie à sortir, alors que je sais que c'est un phénomène naturel. Donc, pareil, je l'anticipe à peu près. Mon expérience me fait dire, ou en échangeant avec d'autres personnes, qu'à un moment donné, j'aurai un gros billet à sortir. Donc, j'anticipe à peu près 16 000 € de travaux. Et donc, sur 8 ans, ce qui fait que sur un an, ça me fait 2 000 €. Mon gasoil, par année, 4 000 € et mon assurance, 500 €. Donc, le coût annuel idéal à générer par l'utilisation de cette machine-outil, c'est 20 500 € par an. Je sais que j'utilise 1000 heures par an. Donc, quand je refacture à mon client, c'est le minimum, et là, j'insiste bien encore sur le minimum, de 20,50 € hors taxe par heure. Enfin, se pose la question de la refacturation des charges fixes que je ne peux pas réussir à répartir. Et là, ça s'applique souvent aux frais généraux, à l'assurance responsabilité des civils professionnels, au local, aux frais comptables. Voilà, la liste peut être longue et dépend de chaque activité. Donc là, encore une fois, ce n'est pas une liste précise. À vous d'identifier les charges pour lesquelles vous n'arrivez pas à trouver une logique de répartition. Alors, comment ça va fonctionner? Tout simplement, il va falloir vous poser la question combien pèsent ces charges fixes non réparties dans mon chiffre d'affaires. Alors, soit vous connaissez, vous avez déjà une activité et vous regardez dans le bilan de l'année dernière, dans votre compte de résultats, les différentes lignes que vous n'avez pas réussi à répartir et le poids qu'elles représentent par rapport à votre chiffre d'affaires. Soit, tout simplement, eh bien, dans le prévisionnel que vous avez réalisé, vous regardez le poids, encore une fois, de ces activités et ça va vous donner un pourcentage. Alors, cette méthode, elle est discutable, j'en conviens. Par contre, elle est rapide. C'est qu'à un moment donné, vous avez essayé de pousser la logique au plus loin, en étant très précis dans votre scénario, en étant précis dans vos coûts variables, en étant précis dans votre temps, dans votre facturation de votre temps, en étant le plus précis possible dans la répartition de vos charges fixes. Sauf qu'à un moment donné, voilà, on rentre dans une zone de flou, une zone où on est dans l'arbitraire. Typiquement, la méthode que je vous propose est critiquable. L'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est simple et que vous allez pouvoir rapidement faire écho de ces coûts que vous n'arrivez pas à répartir activité par activité. Si vous les répartissiez par forfait, vous dites voilà, allez, tous mes clients, c'est 5 € pour pouvoir couvrir tout ça. Eh bien, comme c'est une valeur fixe, il y a des clients pour qui ça serait pénalisant et d'autres, en fait, ça serait sous-estimé. Donc, l'approche que je vous propose, c'est plutôt une approche de pourcentage en fonction du prix déjà constaté. C'est-à-dire,
Alors là, je vous propose en fait le calcul. Vous allez déjà faire l'état des lieux de tout ce que vous avez identifié comme coût. On a l'ensemble des coûts, donc les charges variables que j'ai déjà identifiées, le temps que j'ai identifié pour pouvoir le produire multiplié par le taux de refacturation que j'ai calculé, et les charges fixes que j'ai réussi un peu à répartir. Donc tout ça, ça me donne une masse. Cette masse, c'est un premier jet de coût de revient. Sauf que ce coût de revient n'est pas complet. Et à ce moment-là, pour qu'il soit au plus près de la réalité, du coût minimum que représente la production de votre produit ou service, eh bien, vous allez diviser par 1 moins le pourcentage dont on parlait tout à l'heure. Un exemple, pour pouvoir, en fait, par exemple, pour prendre un exemple, si supposez que je propose une prestation pour laquelle j'ai constaté 25 € de charges variables, de coûts à cause des déplacements, à cause de la matière première, à cause de l'emballage, du transport, peu importe, et 2 heures du travail du chef d'entreprise dont le taux horaire a été évalué à 50 €. Je suis déjà à 125 €. Là-dessus, comme j'utilise en fait un chariot élévateur ou une autre machine l'espace d'une heure dans mon process de vente, je le valorise à 20 €. Je suis donc à 145 €. J'ai réussi à identifier de façon précise 145 € de coût. Et ces 145 € de coût vont réussir à couvrir tout un tas de choses. Déjà, toutes mes matières, plus je vends, plus je les achète, donc plus je dois les payer, mais aussi participer progressivement à 1. Valoriser les investissements que j'ai faits, 2. Valoriser mon temps. Toutefois, j'ai toujours ces fameuses charges variables de frais généraux où j'arrive pas trop en fait à décider comment faire. Eh bien, je prends ces 145 € et je divise par 1 moins le pourcentage que j'avais constaté dans mon bilan de l'année dernière, donc 1 moins 0,03, équivalent à 3% en valeur décimale. Eh bien, du coup, j'arrive à 149,5 € hors taxe. C'est bien sûr un prix minimum. Vous vous rappelez que dans la première vidéo en fait qu'on vous a présentée, il y a 2 approches dans l'élaboration du prix. Premièrement, l'approche par les coûts, qui est une approche en fait des contraintes externes, qui doit vous donner en fait le prix minimum absolu en deçà de quel il ne faut pas aller, sinon vous ne serez pas rentable. Et à côté de ça, vous avez l'approche marketing qui va vous donner en fait de l'ampleur dans votre prix et qui vous permettra de donner le curseur jusqu'à quel point, au-dessus de ce prix de revient, vous pouvez aller pour être en harmonie avec la valeur perçue par vos clients. Voilà. Donc, j'en ai terminé avec les différents points que je voulais vous présenter dans l'élaboration du prix de vente, comment bien élaborer son prix de vente. J'espère que ça a été clair pour vous. Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous proposons en fait des accompagnements, alors différents forfaits, à votre demande. Je vais vous donner plusieurs exemples. N'hésitez pas à m'appeler. Sinon, vous pouvez vous former sur les sujets de gestion et gagner en compétences. Alors, je vous cite plusieurs exemples. Mon entreprise est-elle rentable? Comment analyser la rentabilité de mon entreprise et agir dessus? Comment me définir des objectifs fiables pour chacune de mes activités? Comment réaliser un prévisionnel de qualité moi-même? Comment réagir face à un client en retard ou mauvais payeur? Bref, autant de sujets de formation qui sont proposés en animation par moi-même et portés par la IFS. Donc, n'hésitez pas à appeler Julie Marquebout au 05 53 31 56 07. Je vous remercie beaucoup pour vos attentions et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir.